I understand you have taken exception to my call on your whores. I'm sorry. I apologize. I ask you to note that I did not call you callous-ass strumpets, fornicatresses, or low-born gutter sluts. But I did say whores. No escaping that. And for that slip of the tongue, I apologize. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 39. Cette semaine d'émission Showstrapper, les Castors Junior et Nouvel Homme. Petite citation pour commencer et de circonstance. Ne vous réjouissez pas trop de la défaite du monstre à travers le monde qu'il installa puis le stoppa. La putain qu'il a engendré est de nouveau en chaleur. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est les mieux que les autres. Donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation de La fin des Croix de Fer de Bertolt mais Brecht. qui est aussi une citation de Bertolt Brecht, mais qu'on trouve à la toute fin du Exactement, un des film. Croix de Fer de Sam Peckinpah. Un film avec des nazis. Exactement, Voilà. un film qui est pas mal. Un film antifasciste avec des nazis. faut bien le Exactement. préciser. Ce qui ne va pas du tout correspondre au programme de ce soir, mais c'est toujours un rappel qui fait du bien en ces temps bruns, n'est-ce pas? Exactement. Mais donc, nous... Brun comme la peau d'un castor. Exactement, voilà le bravo, lien, voilà le car lien. de Castor il en sera question. Beaucoup. Et car nous allons traiter de Hundred of Beavers de Mike Sheksik, disponible sur les internets outre-Atlantique et qui sortira en salle en France courant de l'automne. Et ensuite, nous parlerons d'un livre, oui, car nous sommes aussi des intellectuels. À l'occasion de la sortie, il y a quelques mois, de l'autobiographie de Paul Newman, La vie extraordinaire d'un homme ordinaire, sortie aux éditions de la Table Ronde. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, vous l'avez entendu, il y a le docteur Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et également à la mise en son de cette émission, mais aussi à la mise en son, il y a carrément Floré. Bonsoir, Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Ça va bien? J'ai des petits soucis techniques, mais ça va. Micro arraché, tout ça, ça va, tu nous entends? Oui. C'est bien. Donc voilà, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un saut de merde, un saut de merde. C'est bientôt les vacances, Thibaut, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Faut plus personne nous écoute de toute façon. Mais si, Erwan. On m'a dit qu'on nous écoutait à Marseille. À Marseille récemment. Ouais. Je connais au moins 2 personnes qui nous écoutent Une à Marseille nouvelle- et j'en salue une d'ailleurs au passage. Eh bien écoutez, Monsieur Loïc, voilà, qui tient. nous saluons tous les camarades marseillais qui nous écoutent. Voilà. Donc, Monsieur Loïc qui tient un magasin de disques à Marseille que je salue, bien bas. Une bien belle ville, pour une fois que je ne dis pas mal d'une autre ville de France. Voilà, déjà, c'est bien. Un peu de respect s'il vous plaît, monsieur. Exactement, mais ici on aime Marseille. Donc, agenda local, et bien donc je le disais, le fond de l'air est brun, du coup un petit rest in peace pour commencer, un rest in peace extra cinématographique, mais nous avons appris le décès aujourd'hui de Julien Terzic, aka Julien Brigada, donc qui était batteur de la Brigada Flores Magon, figure antifa parisienne des années 80, qui était un chasseur de skin-faf avec les Red Warriors avant de créer le service d'ordre des Berruriers Noirs et qui est donc décédé aujourd'hui. De je ne sais quelle raison, mais ça a été annoncé par les réseaux sociaux de la Brigada et par celui du Saint-Sauveur, qui était le bar antifa de Julien Terzic à Ménilmontant. Donc voilà, en ces temps bien pas fous, Ouais. disons que c'est clairement pas c'est pas ceux qui devraient qui meurent. Hein. Mais Batskin court toujours, ça, le c'est- vieux banc court toujours. oui, c'est jamais comme on veut. Hein. Exactement. Mais c'est la preuve de la non-existence de Dieu. Voilà. Exactement. Bref, sinon demain à l'Arvor, le 3 juillet, donc à 19h30, vous pourrez voir ou revoir les 7 samouraïs de Akira Kurosawa, mais qui sortira aussi en sortie nationale au milieu du mois de juillet, qui donc aura une séance par jour, au moins pendant une semaine, au cinéma Arvor également.
Un film pas mal. Un petit film, ouais. Voilà. Un petit film sur l'héroïsme, sur la dignité humaine. Et sur la défense des pauvres Et gens. sur la défense des pauvres gens, voilà. Bref. Donc, un film d'actualité également. Exactement. Voilà. Sinon, dans l'actualité... Oui, non, ça fera du bien d'aller voir. Je pense qu'il faut se préparer un programme de films bien écrit. Parce que je pense que le narratif, comme on dit dans les médias ces temps-ci, est tellement minable, on est tellement au degré zéro de ce qu'on peut faire pour raconter des choses, que je pense qu'il va falloir se réfugier justement chez les gens qui savent écrire, donc c'est-à-dire nos amis scénaristes et cinéastes. Exactement, et donc on en parlait la semaine dernière, mais également à la revoir cet été, donc il y a toute une sélection de films pour les enfants, mais aussi de films pour les moins enfants, avec notamment, donc ça commence ce soir, le Aguirre de Werner Herzog, il y aura du Hawks, il y aura du Bong Joon-ho, tout ça, donc ça sera tous les mardis à 20h15, donc nous avons peut-être le plaisir de nous y croiser. Il y a des chances, il y a des chances. Il y a de très certaines chances. Exactement, alors sinon j'ai fait un petit récap, hein. J'ai pas tous les films non plus, mais quelque chose qui vont nous intéresser pendant l'été, puisque donc, ce soir, notre dernière émission en studio. Nous nous quitterons la semaine prochaine avec une mixtape cinéphilo-musicale tout à fait à propos, parce que ce sera à bas la France. Hein. Voilà, tout simplement avec quelques morceaux choisis de qualité par les membres de la rédaction de cette émission. Exactement. Mais donc, que des morceaux républicains. Exactement, voilà. C'est vrai. Exactement. Voilà, j'ai un morceau qui s'appelle Le Citoyen. Donc non, on l'a prévu. On reste dans l'arc républicain, rassurez-vous. Le communisme musical également. Exactement, tout à fait. Il n'y aura pas de violence du tout. Non, pas du tout. Pas du tout de violence verbale. Une célébration. Voilà, ça va être toute une célébration de la République dans un esprit de consensus. Laïque. Laïque. Donc, quelques sorties nationales de cet été. Ça commence demain avec Horizon, le nouveau long métrage en tant que metteur en scène, plus de 10 ans, plus de 20 ans après Open Range, donc le film de Kevin Costner, Horizon, An American Saga, donc qui est prévu pour être en 4 parties. La première sort donc demain en France, la deuxième fin du mois d'août ou début du mois de septembre, je crois. Donc on en reparlera évidemment au mois de septembre. D'autant que le bon Kevin a prévu 4 films, parce qu'il s'est dit que tant qu'à faire, quitte à foutre tout son argent dans un dernier projet, autant vraiment balancer la sauce. Autant faire une mini-série cinéma finalement. Exactement, c'est ça. Donc, le premier opus fait quand même 3 heures. Mais on est quand même assez curieux de voir ça. Les retours sont pas très bons pour l'instant apparemment, mais bon. C'est un western avec Kevin. On jugera sur pièce. Exactement. On jugera sur pièce et on invitera le grand Simon probablement pour venir nous en parler. C'est probable. Sinon, demain sort le nouveau film comme metteur en scène, encore un qui fait son comeback au cinéma, de Florent-Emilio Siri avec Elias, avec Roche Dizem, qu'on n'a pas vu au cinéma depuis... Pension complète en 2016, sa comédie avec Franck Dubosc et Gérard Lanvin, son remake de La cuisine au beurre. Même pour un Dubosc fag, l'intérêt était quand même excessivement limité, hein, on peut le dire. Là, c'est plutôt d'être un genre de remake, plagiat de Man on Fire mélangé avec du Statham et Roche Dizem. Ok, bon. Voilà. Il a fait une grosse masterclass avec Capture Mag. Voilà, il y a une grosse émission sur Capture Mag qui est sortie vendredi dernier de 4h30 d'entretien avec Florent Siri. Donc si vous avez un long trajet pour aller en vacances, par exemple, c'est assez idéal. Ouais. Parce que quand même, 4h30, c'est pas rien. Sinon, la semaine prochaine sort Indian 2 de S. Shankar, réalisateur indien complètement taré, la suite de son film de 1996, parce que quitte à faire des suites, autant les faire vraiment bien plus tard, qui est vraiment je crois le réalisateur par lequel je suis tombé dans les cinémas indiens en 2010 avec N-Tiran The Robot, où je me suis dit vraiment mais mon Dieu, mais qui sont ces gens qui font des films pareils ? Qu'est-ce que je regarde, et c'est absolument merveilleux. Donc Indian étant déjà un très grand film, je suis assez curieux de voir ce deuxième opus. Sinon, il y a la ressortie de la trilogie Dead or Alive de Takeshi Miike. Ah oui. Voilà. Projet bien foufou aussi dans son genre. Miike, de toute façon. Voilà, c'est une période Miike bien cinglée. Oui, où il était excessivement productif. Oui, je crois que c'est un peu moins maintenant. C'est un peu moins, mais c'est à l'époque. Mais bon, il a 60 piges. À l'époque où il faisait ses 3-4 films par an à l'aise. Il ne faut pas oublier qu'il vient du DTV. Exactement. Miike, donc il est habitué à. Même souvent, ça se voyait un peu trop d'ailleurs, que les films étaient un peu torchés à la va-vite. Sinon, il y a Twisters, pas Twist, qui est comme Twister, mais... qui est l'équivalent d'Aliens par rapport à Alien, c'est-à-dire que c'est avec des tornades, mais plein de tornades, exactement. On retrouve donc notamment Glenn Powell, qu'on a vu dernièrement dans le Hitman de Richard Linklater. Sandra Bullock n'est pas dans le coup. Ouais, peut-être qu'il joue une tornade en image de synthèse, on ne sait pas. Elle fait la voix off. Elle fait la voix off du début. Voilà, il y aura peut-être un petit caméo coup de coude. Aux 2 tiers du film, ils vont voir quelqu'un qui s'y connaît en tornade, et là, c'est Sandra Bullock. C'était Helen Hunt. C'était dans Twister, c'était pas Sandra Bullock.
Ouais, c'est Helen Hunt. Ah, c'était Helen Hunt. Bill Pullman, Helen Hunt, ah ouais, il me semble, Bill de mémoire. Pullman et Helen Hunt. Mais alors, Bill Pullman, il est tout vieux maintenant. Donc, Oui, mais son fils est acteur, donc il peut limite le ouais. remplacer. Ils ont à peu près la il y même aura gueule. bien un caméo. Mais oui. Helen Hunt, pareil, elle fait plus grand-chose. Donc, Pour se rappeler, bon. un petit coup de coude pour ceux qui se rappellent de Twister, J'étais persuadé que que c'était tout le monde a Sandra, oublié. C'est quand même J'étais pas persuadé que c'était Sandra. Je me souviens juste, moi, du plan avec, Non, où ils vont avec le drive-in, avec l'image de Shining. Sandra Bullock, elle joue dans Speed aussi de Jan de Bant. Ah, mais c'est ça, moi, je. Amalgame. Tous ces Hollandais qui font des je films vieillis, Hollywood. mon pauvre ami. Sinon, dans la catégorie des films, on n'a rien à foutre. Deadpool x Wolverine. Voilà. Oui. Autre film qui va vraiment nous intéresser, Largo Winch 3 ou 4, je sais pas, avec Thomas Sisley toujours, et James Franco. Voilà. Non, c'est pas l'air... Non. Sinon, Sans plus. J'ai pas vu les deux premiers, donc... Maxine, le troisième opus de la saga horrifique de T. West après Pearl et... Je ne sais plus comment ça s'appelait. X. X, voilà. Qu'on avait traité ici d'ailleurs. Donc j'ai pas grand souvenir. Bah ouais, moi j'avais été. Le deuxième était plus intéressant. Moi j'étais que le moins premier. dur. J'étais moins dur que vous. J'avais Premier, pas. ça Je trouvais que faisait c'était la très, petite série B. Je trouvais que ça se regardait quand même. Le premier, c'était Massacre à la tronçonneuse exploitation. Le deuxième était plus sympa. Le deuxième côté, était un peu Ah oui, qui était dans le passé. Voilà, un peu comme. c'est surtout. En fait, c'est vraiment un exercice de style autour d'une actrice en fait. Si vous aimez bien cette actrice-là, moi, il y a des choses que je regarde le troisième quand même pour checker. Pour rester dans l'horreur et le fantastique, il y a Trap, le nouveau film de M. Night Shyamalan. Voilà. Sinon, encore rayon suite remake Alien Romulus de Fede Alvarez qui sort début du mois d'août. Alien 5, donc c'est plutôt des teenagers contre des aliens. Ouais, mais Fede Alvarez. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Sinon, il y a. Il y avait pas. Je crois qu'il y a un film de le mec qui avait fait Limbo. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Si tu me laissais parler, les grands esprits se rencontrent. J'ai pas fini. Laissez-moi parler, monsieur. Voilà. Donc, la même semaine sort City of Darkness de Seo Chiang, auteur de Limbo, qu'on avait beaucoup aimé tous les deux, et qui est un polar qui se passe dans les années 80 à Kowloon City. Donc c'est dire si ça promet, et tous les retours que j'ai des camarades qui l'ont vu entre les retours canois et ceux qui l'ont vu un peu après sont quand même assez excitants. Bon. C'est un peu le nouvel espoir du polar coréen. Du polar chinois. Oui, hongkongais, pas chinois. Voilà. Sinon, il y a Emilia Pérez, le nouveau film de Jack Audiard, qui était à qui a remporté Cannes. plein de trucs à Cannes. Ouais. Oui, le prix d'interprétation pour le casting féminin. Exactement. J'y crois absolument pas. Notre bon camarade, le grand timonier Air Force One Flockley, l'a vu. Il a trouvé ça détestable. D'accord. Okay. Voilà. Et pourtant, il s'y connaît assez. Exactement. En cinéma, en question autour du genre et tout ça. Exactement. Donc, on ira peut-être voir quand même. Mais film, par contre, dont on n'a rien à foutre, c'est The Crow, le remake de The Crow, réalisé par Rupert Sanders, qui avait fait Blanche-Neige et Le Chasseur il y a quelques années. Voilà. Mais c'était déjà naze, The Crow. Quoi. Mais si, c'est naze. Tu préfères The Crow 3 avec Vincent Pérez? Non, mais non, mais c'était de pire en pire en fait à chaque fois. C'est vrai que The Crow, globalement, quand même, le premier était bien marqué dans son époque. Puis c'est bien les 90, quoi. Tu vois, c'est bien. Mais je suis sûr que Thibaut adore la BO. Ah bah mort. Mais moi le film c'est une madeleine, hein. Clairement. C'est clairement une madeleine de mon adolescence. J'ai jamais kiffé ce film-là. Moi, je trouvais ça trop pubard, quoi. Tu vois, comme genre de truc. Quoi. Sinon, mais après ça s'empire. Pour finir l'été, donc il y a le nouveau film de Patricia Mazui, donc la prisonnière de Bordeaux avec Isabelle Huppert et Afzia Herzi. Donc, je suis assez curieux de voir ça après. Bowling Saturn qui était super, notamment qui est son dernier film en date. Et enfin, ça sera au début du mois de septembre, on en parlera aussi, le nouveau film de Thierry de Peretti, À son image. Voilà. Quelques trucs quand même. Hein. Voilà, quelques trucs. Plus peut-être éventuellement quelques petites surprises qu'on n'a pas encore. Voilà, c'est ça. Il y a aussi normalement des ressorties de films de Visconti, de Marcelo Pagnol, voilà, tout ça. Il y aura quand même des choses à se mettre sous la dent. Puis de toute façon, si les nouveautés ne vous intéressent pas, allez voir des vieilleries. Exactement. On va passer à la section critique de cette émission. On va se diriger vers le nord de l'Amérique en écoutant une musique qui n'a absolument rien à voir, mais qui nous permet un petit peu de célébrer notre œcuménisme, justement. House de Kaira. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Seth Gecko avec Shalom, Salam, Salut. Voilà une belle chanson de réconciliation, reprise donc du titre des Bergers Noirs, Salut à toi. Voilà.
Un beau message. Que des anti-républicains. Voilà. Bon, voilà. Je te reconnais bien là. Espèce d'anarchiste. Exactement. Et d'anarchie, il y en a quand même plus ou moins question également dans le film dont nous allons traiter dès à présent. Il est question de capitalisme pas mal. Exactement, mais aussi d'anarchisme visuel, presque pourrait-on dire. Donc, de bordélisation cinématographique, pourrait-on dire. Exactement. Donc, The 100 of Beavers de Mike Chelsea, film sorti en 2022, qui est dispo depuis quelques mois déjà sur les plateformes américaines, qui donc, comme je le disais, a enfin été acheté pour la France. Il sortira normalement à la rentrée ou au début de l'automne. Donc, film que Mike Chelsea a coécrit avec Ryland Hughes, qui joue aussi le rôle principal de ce film. Il joue le rôle de Jean Kayak. Parce que donc, le film se passe à la frontière avec le Wisconsin et puis le Canada, où donc Jean Kayak est quelqu'un qui a plein de pommes et il fait de l'Applebee's, il fait de genre d'alcool. Le cidre, c'est un genre de cidre un peu fort. Ouais. Un peu fort que Jean Kayak consomme allègrement. Un jour, patatras, toute son exploitation explose, vole en éclats, et donc Jean Kayak va devoir ça m'a plu, ça. Oui, ça m'a plu. Va donc devoir survivre au milieu des castors, au milieu des raccoons et au milieu de plein de trucs qui le foutent dans la merde, comme les éléments, son alcoolisme et le fait qu'il soit un petit peu maladroit. Donc c'est un film à tout petit budget, donc à $150 000 de budget, film tourné en noir et blanc, et qui en fait se réfère, dont les grands références seront le cinéma muet des premiers temps, mais aussi l'absurde. Buster Keaton, pas mal. Le burlesque. Le burlesque, le splatstick. Mais le cartoon aussi, et puis le jeu vidéo. Exactement. Il y a donc un ensemble d'influences absolument phénoménal, ce qui fait que, dit comme ça, le film pourrait paraître un petit peu indigeste, mais finalement je trouve que par son inventivité formelle, par ses références qui sont très bien digérées, je trouve qu'il y a quand même un entrain qui peut parfois paraître un peu long, parce que le film fait quand même presque 1h50 bien tassé, ce qui pour une comédie... Et le titre du film arrive au bout de 1h10, oui, c'est ça, 1h30, un truc comme ça. Exactement, juste avant... Le titre du film arrive vachement tard dans le film. Juste avant la troisième partie du film, justement, qui est le climax, une énorme course-poursuite dans le barrage des castors. Et donc, de quoi que ça cause? Il faut peut-être rappeler de quoi ça cause. Voilà. Parce que qu'est-ce que c'est que ces castors? Qu'est-ce qu'ils font là, ces castors? Ils font un barrage, comme tous les castors. Et pourquoi ils font un barrage? On va pas le dire. Non. Parce qu'il y a une raison pour laquelle ils font un barrage. Mais Jean Kayak va donc lutter contre les raccoons, les lapins, les loups, les castors, les Indiens, enfin... Un Indien qui passe par là, qui lui vend des trucs, cool. Et aussi il veut quand même récupérer des pots de castor et puis de raccoon pour pouvoir acheter des choses à la boutique du coin et marier donc la fille du vendeur, qui est quand même une bien jouée choupette. De toute façon, c'est la seule qui est dans le coin. Et donc Jean Kayak va se vivre bien des aventures et bien des bêtises. Docteur. Alors, faut déjà ça vous a fait rire? Oui, moi ça m'a fait rire parce que c'est une comédie très très conne et hyper inventive. Oui, alors c'est pas totalement pour les enfants. C'est pas totalement pour les enfants, parce qu'il y a quelques petites gauloiseries, on va dire, de ci, de là, mais qui restent tout à fait... des grivoiseries. Des grivoiseries, mais qui restent tout à fait... qui sont gentillettes. Bien sûr, évidemment, on est plutôt dans le gentillet. Il n'y a pas de nichon, il n'y a pas de... Et non, ça reste très, 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 très soft, évidemment, tout cela. Et alors, ce qu'il faut préciser, évidemment, c'est que ça repose sur plusieurs principes, en fait. Alors, le premier principe, c'est que les animaux sont interprétés par des personnages dans des costumes d'animaux. Exactement. Des costumes idiots de lapins. Ce qui déjà fait rire. Ce qui est déjà drôle, parce que c'est toujours drôle de voir des gens dans des costumes de raton laveur ou dans des costumes de castor. Exactement. La deuxième chose, c'est que c'est un film qui est un mélange de prise de vue réelle et de fond vert, en fait. D'animation. D'animation. En fait, tous les effets spéciaux, justement, sur les fonds bleus, machin, ils ont été faits sur After Effects. Voilà. Donc vraiment, genre un tout petit truc... Avec donc un rendu qui est un rendu très... faussement amateur, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est faussement amateur. C'est à la fois un film amateur dans son budget, mais qui ne l'est pas dans son traitement. Non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on sent qu'ils sont très limités, mais ils arrivent à dépasser, je trouve, complètement ce truc-là. C'est-à-dire que par des idées de gags, des mises en scène. Les 10 premières minutes, ça peut être un peu perturbant. Parce qu'effectivement, c'est une esthétique. En fait, c'est une esthétique, moi, en regardant le film, notamment dans la dernière partie, je me suis dit, c'est une espèce de Wes Anderson, mais avec pas de fric, en fait.
mais tu retrouves la même logique d'artificialité en fait, notamment du décor que chez Wes Anderson, je trouve. Il y a quelque chose d'un esprit assez commun. Moins pincé par contre. Alors peut-être moins, oui, plus premier degré entre guillemets, plus premier degré, un peu moins distancié, on va dire, et plus effectivement dans un esprit finalement très cinéma muet, c'est-à-dire voilà. Le film n'a pas de dialogue, à part 2 chansons au début et au milieu du film. Et après voilà, puis avec des gags, avec des running gags, voilà, il y en a marcher sur une pomme de pain. Voilà, non, moi il y en a que j'aime beaucoup, c'est celui avec le pivert. C'est en fait à chaque fois qu'il réussit un truc, il fait ça, et à chaque fois il y a un pivert qui vient lui taper le crâne, quoi. Donc voilà, donc ça fait beaucoup d'échecs, voilà, pour se faire à manger, pour voilà. Et il y a tout un aspect dans le film qui est assez intéressant à regarder. C'est justement cet aspect vidéoludique. C'est-à-dire qu'en fait la logique du film est une logique de jeu vidéo, mais de jeu vidéo de gestion. En fait, pas de jeux vidéo d'aventure, de jeux vidéo de gestion. De répétition de gestes pour apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire qu'il y a des décors, en fait, ça ressemble à du Zelda. C'est-à-dire qu'il y a des décors. Il fait une map avec des merdes de voilà, il y a avec des petits décors, et puis en fait, il passe d'un décor à l'autre, et puis il progresse au fur et à mesure, puis il va à la boutique. Au début, il n'a pas d'argent, donc au début, il vend une peau, et puis ça lui ramène un petit couteau, puis après, il a une corde, puis après, il va avoir un fusil, etc., etc. Donc il y a une espèce de dramaturgie, en fait, vidéoludique qui est appliquée, en fait, à une esthétique de cinéma muet, et quelque part une connexion, en fait, entre ce côté justement répétitif du burlesque muet et cette dimension également répétitive qu'on va trouver dans le jeu vidéoludique, mais plutôt dans les termes de l'ordre dans lequel il faut faire les actions. Et comment est-ce qu'on s'upgrade, comment est-ce qu'on d'apprendre de ses erreurs. Et au bout d'un moment, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, parce qu'en fait, au bout d'un moment, arrivent il positionne comme ça des espèces de situations dans des décors. Au départ, c'est déconnecté. On a l'impression que c'est juste apposé en fait, sans vraiment de sens. Et au bout d'un moment, il commence à y avoir des échanges en fait entre les situations qui sont dans chaque décor. C'est-à-dire qu'il prépare un piège, le piège permet avec des trappes qui passent. Il y a des trappes, il y a des trous aussi qui permettent de passer d'un décor à l'autre. Là encore une fois, dans la scène finale, notamment, moi je trouve un hommage quand même assez clair rendu aux jeux de plateforme. Oui, au Mario. Au Mario, au Sonic, à tout ce genre de saut de point en point. C'est une course-poursuite avec plein d'éléments qui se mettent. Genre ton passage. Voilà. Et c'est assez drôle. C'est-à-dire que c'est un cas assez rare effectivement d'association de finalement quelque chose de très ancien et de quelque chose de finalement assez récent, et de créer un pont finalement entre ce qu'est le burlesque et ce qu'est l'univers vidéoludique, qui n'est pas forcément burlesque par principe en fait. Et d'arriver à mêler les deux, moi j'ai trouvé que c'était assez réussi. Il y a pas mal de trucs qui m'ont fait rire. Moi, les trous, le fait de tomber dans le trou. Il y a des espèces de trous dans la neige en fait qui sont un peu random comme ça. C'est-à-dire que le personnage peut très bien marcher, ça n'arrête pas de se casser la gueule. Ce qui, moi, me fait toujours rire. Et tarte à la crème, toute l'avocat, là, il y a une scène de procès. Il y a une scène de procès où avec que des castors qui font le procès du chasseur. Des gens kayak. Des gens kayak. Et donc, il y a le castor procureur qui est super doué, alors qu'on comprend pas ce qu'il dit, mais qui est super doué, qui a toute une gestuelle très à l'aise. Et puis, il y a l'avocat, et l'avocat se lève, il tape sur l'épaule du gars pour lui dire attention, ça va aller. Il se lève, il fait 2 pas, il se pète la gueule. Voilà, moi, ça me fera toujours rire. Voilà. Le truc de la grotte des loups avec les ossements. Enfin, voilà, il y a plein de gags débiles qui sont super bien, et qui sont très cartoonesques, qui sont traités de manière très cartoonesque. Thibaut. Oui, alors il y a une chose qui moi m'a beaucoup plu, c'est en fait le respect qu'il a du burlesque, c'est-à-dire qu'il va reprendre les codes globalement du cinéma burlesque. Donc on rappelle, le cinéma burlesque, c'est quasi l'invention du cinéma. L'arroseur arrosé, c'est du burlesque. Et je trouve qu'il le modernise par l'utilisation du jeu vidéo. Alors moi qui ne suis pas un gamer, j'ai quand même retrouvé, comme tu le dis Doc, des aspects vidéoludiques qui m'ont beaucoup plu. C'est du jeu vidéo des années 80-90. Mais j'aime beaucoup cette plateforme. Il y a un côté geek, mais finalement, sans en faire trop, au final. Et puis qui sert finalement la dramaturgie du truc. Et parce que tu sais que les concepteurs du film, en fait, ont compris ce que c'était le burlesque et ce que c'était le jeu vidéo. Donc ça m'a beaucoup plu. Bien entendu, la narration est plutôt lâche. On se balade un petit peu de ci, de là. Il y a les running gags d'objets. Il y a beaucoup d'objets. Là. Moi, c'est les carottes de neige, là, où il fait tomber. Il fait des pièges super compliqués et ça marche jamais. Bip le coyote. Oui, il y a un côté Bibi et Coyote. Et ça, je trouve que ça fonctionne du coup à mort. L'utilisation du noir et blanc, je trouve qu'elle est hyper bien foutue également. Alors, tu sens que c'est des filtres faits sur Final Cut Pro, mais ça, c'est pas du tout dérangeant. Et ça marche parce qu'en fait, c'est cohérent du début à la fin. C'est cohérent du début à la fin. Et surtout, il y a un truc du burlesque qui, moi, me plaisait beaucoup. Et en fait, en gros, le cinéma burlesque, globalement, on est dans le cinéma contemporain. En gros, tu as une école Wes Anderson qui est une espèce de burlesque mélancolique, voire dépressif. Et puis, tu as
t'as Dominique Abel et Fena Gordon. Abel et Gordon, qui eux font c'est l'école, ils sont belges, me semble-t-il. Oui, c'est l'école Jacques Tati, quoi. Ouais, qui sont l'école Jacques Tati. Mais je trouve que ici, il est revenu à un burlesque très keatonien dans le sens où ça fait mal. En fait, tu sens les corps. Enfin, non, tu sens pas parce que vu que c'est, il y a un enrobage vidéoludique, donc tu le sens pas, mais tu sens que le mec il a mal, que il se fait toujours mal, il se fait toujours mal. tombe, Voilà, exactement. Et je trouve que ça, cet héritage keatonien, Buster Keatonien en fait, est extrêmement bien digéré, pardon. Après, le truc. Ou dans le burlesque, l'environnement est aussi un danger. Ah mais tout veut sa mort, tout veut sa mort. Tout est un danger. Donc voilà, là on est clairement chez Buster Keaton. Après, le film est extrêmement fatigant. Alors, il est peut-être un petit peu long à mon sens, mais il est fatigant. C'est en même temps une qualité et en même temps un défaut. Parce qu'il y a une telle générosité que tu ne peux qu'applaudir. Mais en même temps, à la fin, il y a vraiment un trop-plein. Au bout d'un moment, tu fais « Oh là là, moi je n'étais pas loin de prendre... » Ça déborde un petit peu. Mais au final... c'est le côté positif qui l'emporte parce qu'une générosité comme celle-ci, franchement, une énergie, une vitalité, tu peux pas cracher dessus, c'est impossible de cracher dessus. Donc voilà, le projet se tient super bien. Et après, il y a une partie, ce burlesque-là n'est pas gratuit. Alors je dis pas que bien entendu le burlesque de Charlie Chaplin n'est jamais gratuit, même le burlesque de Keaton, il y a quelques films de Keaton, voilà, il raconte bien. La défiance à l'autorité, le chaos du monde, parce que le burlesque, c'est quoi? C'est un monde qui devient totalement chaotique et sans dessus-dessous. Mais ici, je trouve qu'il va beaucoup plus loin dans... Tu en parlais, alors je ne sais pas si c'était en off ou pas, mais sur le capitalisme, en fait. Oui. C'est une version burlesque de First Cow, en fait. C'est ça. Kenny Reichardt, en fait. Et moi, j'ai pensé un tout petit peu... Alors, pourquoi peut-être la neige et le noir et blanc à Deadman de Jarmusch. Ah oui, il y a du côté. Oui, la relation avec l'Indien notamment. C'est ça, et je me suis dit, bon voilà. Mais il pousse les potards à 2000% parce qu'en fait, en gros, c'est une loterie. En fait, sa vision du capitalisme, c'est comme une machine à sous de Las Vegas. Donc moi, ça m'a fait beaucoup rire et je trouve que c'est avec des gros sabots, mais paradoxalement, je trouve ça assez fin. Donc voilà. Franchement, moi, qu'est-ce qu'ils vont nous faire après ? Oui. Après ce truc, parce que je crois que le film se traîne une réputation plutôt pas mal, de ce que j'ai vu un peu même sur les une excellente réputation sur les réseaux cinéma, partout où il est passé. Ouais. Donc c'est comme justement c'est une proposition de cinéma. Bah ouais, puis c'est tellement curieux, de faire un film, et puis c'est tellement con. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment un film léger au sens positif du terme. C'est-à-dire que c'est pas un film qui essaye de c'est pas un film à thèse. Voilà. Et puis c'est pas un film de petit. C'est pas vraiment un film. C'est pas un film de petit malin en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment très premier degré quoi. Et avec ce côté justement cartoonesque que j'aime beaucoup. Voilà. Où une fois passé effectivement l'absurdité d'avoir des gens en costume qui jouent des animaux. Mais ça c'est hyper flippant. Moi je trouve que c'est hyper flippant. Mais il y a des scènes assez cash. Moi ça me fait penser. Moi ça m'a fait des effets gore qui sont sympas aussi. Mais les acteurs qui sont déguisés, moi ça me fait penser. Il y a une vidéo qui est hyper célèbre, c'est les Teletubbies il y a un vidéast qui a foutu les Teletubbies en noir et blanc, il a foutu du Joy Division dessus. Et ça fait du coup une vidéo mais hyper glauque. Et là, j'ai retrouvé un petit peu ce côté malsain, ce côté sale. Mais du coup, ça rejoint ce chaos du monde, ça rejoint un petit peu le côté qui fait mal et qui participe donc à l'humour du film justement parce que c'est vrai que genre des mecs dans des costumes de lapin et tout, tu dis toujours ou de cheval ou de cheval. C'est à la fois flippant. Ça m'a fait penser à un sketch de Monty Python. Ça crée une vraie distance et en même temps, comme les mecs s'en prennent plein la moule tout le temps, genre des lapins, des raccoons qui se font dépecer, qui se font le héros aussi, qui se font tuer. Ouais, voilà, c'est ça. Ça à la fois ça atténue la violence, mais en même temps, en termes symboliques, c'est hyper fort parce que c'est vraiment trash. Oui, mais ça reste une violence, Tex Avery, ça reste une violence cartoonesque. C'est bon enfant. Mais il y a des scènes. Alors de temps en temps, il y a des scènes gore. Moi, j'aime beaucoup les scènes de dépeçage où la jeune fille, joyeusement, casse des os. Et puis alors quand ils ouvrent, les intestins. Quand ils ouvrent, alors ça, c'est un truc moi que j'ai bien aimé, c'est que les poissons et les entrailles sont faites avec de la laine. Donc en fait, quand tu retires, les poissons, c'est des espèces de chaussettes avec des yeux, tu vois, et puis quand elle retire des intestins, c'est des espèces d'intestins en laine, il y a un cœur en laine, je trouve ça mignon comme tout, moi, personnellement. Et puis il y a la scène avec la scie. À la fin, où il y a des effets gore. Et alors quand il y a pour montrer le sang qui gicle, c'est des petits bouts de polystyrène en fait, c'est des petites chips de polystyrène en fait qu'il y a dans les boîtes. Donc ça, je trouve ça assez sympa aussi. C'est-à-dire que ça, c'est pas mièvre en fait pour autant.
c'est pas mief pour autant. Mais mais justement, c'est suffisamment déréalisé pour que effectivement, ça soit pas, c'est pas gore, c'est pas trash, c'est pas brain dead, quoi. C'est pas glauque. Il y a des moments, effectivement, la scène de l'attaque des loups, par exemple, il y a des moments plus ambiancés, effectivement. Moi, j'aime beaucoup cette séquence où tous les chiens se font bouffer par les loups, tous les chiens de traîneau se font bouffer par les loups. Et alors, chaque soir, ils jouent aux cartes, les chiens. Ils sont de moins en moins en fait au fur et à mesure, et à chaque fois il y a des yeux de loup qui apparaissent dans le noir, et puis on entend comme ça. Puis le lendemain matin il reste un truc, mais pareil avec les lapins qui se font bouffer par les blaireaux, où il reste toujours une jambe, puis il reste toujours un pied avec un os qui sort, quoi. Enfin, tu vois. Donc voilà, donc c'est assez c'est pas débile en fait, c'est ça le truc. C'est quand même assez maîtrisé en termes de narration, assez maîtrisé en termes de propos, moi, je trouve, effectivement, parce qu'effectivement c'est un monde qui est un monde vierge, mais la première chose qui naît dans ce monde vierge, c'est les échanges d'argent. C'est un magasin. C'est pot de castor contre argent, c'est le pour troc, voilà, c'est pour pour pouvoir se marier avec une femme, il faut de l'argent. Enfin voilà, et donc c'est à dire que les rapports humains en fait dans ce film-là sont des rapports humains qui sont quasiment uniquement conditionnés par l'argent. Et du coup, dans la troisième partie du film, il y a un truc assez intéressant, c'est que c'est un renversement comique de point de vue, où le personnage principal a besoin d'avoir beaucoup de peau pour pouvoir épouser la jeune fille, et en fait ça devient une espèce de serial killer. Et du coup, ça devient une menace existentielle pour les castors, et du coup, il se retrouve en procès. Et du coup, quelque part, on comprend un peu les castors, et lui, il ne se rend absolument pas compte du côté meurtrier, du côté cinglé qu'il a, en fait, ce personnage-là, quoi. Et l'acteur, alors, il faut bien préciser, l'acteur est super. Oui. L'acteur est super. Alors, c'est pas tellement un jeu à la Keaton, hein, c'est un mélange, en fait, de Keaton et de jeu à la Chaplin, parce qu'il est assez expressif de visage. Carrément. Mais par contre, il y a un travail sur le son aussi, parce qu'il ne parle pas, mais on entend toutes les borborings, les intonations, les exclamations, les cris, etc. Donc il y a évidemment un gag notamment, enfin moi que j'ai trouvé très très drôle, justement sur le muet et sur le fait que dans les films muets les gens parlent. Et ils voient les lèvres des personnages bougent dans les films muets, et ils ont pensé, je me demandais ce qu'ils allaient penser à ça, et effectivement il y a une scène notamment de dialogue entre le père de la jeune femme et le trappeur, où il lui explique un truc, et avec un carton il y a marqué « lis bien sur mes lèvres », et effectivement on peut lire sur ses lèvres et comprendre ce qu'il dit en anglais avant de voir les cartons, et les autres comprennent pas en fait. C'est-à-dire que comme si le mec en fait parlait sans voix en fait, dans la réalité du film. Enfin voilà, donc du coup là il y a un petit truc méta un peu sympa, voilà, qui m'a bien plu. Je me suis dit c'est sympa d'avoir pensé à ça, parce qu'effectivement dans les films muets c'est comme ça que ça passe. Puis il y a plein de codes muets, des iris, il y a plein de trucs, des trucs qui viennent de chez Lubitsch, des trucs des espèces de surcadrage en fait, en panoramique en fait, hein, qui sont des trucs qu'on trouve en fait, hein, dans les années 20, notamment chez Lubitsch. Moi j'ai notamment vu ça dans les films muets de Lubitsch, et qui sont une espèce de 16/9 en fait avant l'heure, quoi, voilà, où on met des zones noires en haut et en bas pour rallonger l'image. Un format large. Et voilà, il y a pas mal de petits trucs, et la musique pareil est très sympa. Beaucoup de musique d'emprunt, parce que j'ai regardé, ils ont pris ça dans la banque de données de Wolf. Et de Wolf, c'est un groupe d'illustration musicale des années 70, et par exemple Sacré Graal des Monty Python. C'est pour ça que là, je me suis dit à nouveau un lien. Il y avait les chevaux de cirque, le faux cheval, ça c'est dans un sketch des Monty Python. Il y a aussi à mon avis cette tradition là de l'absurde anglais, du comique absurde, et le fait de voir De Wolf, parce que Jabberwocky et Sacré Graal sont tous les deux des films qui, dans la musique en fait, n'est pas une musique originale, mais une musique d'illustration musicale libre de droit, qui se servait avec des thèmes qui étaient utilisés à la télévision et que tout le monde connaissait par cœur, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est assez bien d'avoir réutilisé ça aussi pour faire la musique du film, même s'il y a une musique originale aussi. Il y a aussi des moments où il y a une musique originale. Pour les chansons notamment. C'est Jeremiah Johnson, mais totalement bordélique. Ouais. C'est exactement, il y a de ça. Donc c'est 100 of Beaver sur les aventures de Jean Kayak, réalisé par Mike Chelsea. Et ça, c'est bien un truc de gars du Wisconsin. Ils ont un humour. Le Wisconsin, ça a l'air, parce que moi qui regarde pas mal les mecs de Red Letter Media, le Wisconsin, c'est un état qu'on ne parle pas beaucoup, mais il y a l'air d'avoir des gens bien dans cet état. Des gens chelous. Il y a l'air d'avoir, c'est les gens du Nord, mais ils ont l'air bien, moi je trouve, au Wisconsin. Donc on va rester en Amérique pour parler de l'autobiographie d'un des plus grands acteurs américains du siècle passé. Et tout de suite, on écoute Dogged Line qui devise sur Paul Newman. Tu veux parler de Paul Newman, de gaucher, Paul Newman. Que ce soit d'ailleurs comme acteur que comme réalisateur. Alors Paul Newman, c'est un cas singulier, parce que justement pour le comparer avec un Cassavetes, moi je pense que Newman c'est un acteur fantastiquement charismatique. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que les premiers rôles qu'il a récupérés, c'était des rôles que James Dean aurait dû tourner et qu'il n'a pas tourné puisqu'il est mort
juste avant, de faire Le Gaucher et de faire Marqué par la haine. Bon, eh ben, c'est Newman qui récupère. Pourquoi? Parce qu'il a le même charisme total, c'est-à-dire que c'est un type il est à l'écran, il peut jouer n'importe quoi, il est toujours agréable à regarder. Calice d'argent. Il est beau. Le Calice d'argent et le Supplice des aveux, c'est les deux qui sont un peu mauvais quand même. Hein, mais bon, il est tout débutant. Personne en Pète peut s'en sortir correctement, c'est pas possible. Même Le Gaucher, tu aimes bien Le Gaucher? Non, j'aime pas beaucoup Le Gaucher, j'aime pas Arthur Penn en général et j'aime pas spécialement le Gaucher. En fait, Le Gaucher, c'est très maniéré, quoi. Voilà, c'est le problème d'Arthur Penn, c'est ces cinéastes qui viennent à la fois de la dramatique télé et puis Newman venant de l'acteur studio, donc le côté le plus hystérique du jeu extraverti de l'acteur qui à la fois doit tout. Bon, c'est Montgomery Clift, quoi. Moi, je suis pas du tout fan de l'acteur studio. L'école Kazan et tout ça, c'est tout ce que j'aime pas, parce que justement, ça essaie d'être réaliste. Et c'est pas intéressant d'essayer d'être réaliste. Il faut essayer d'être anti-réaliste pour être fort au cinéma. Donc je préfère Lee Marvin, voilà, ça m'amuse plus que de regarder. Donc j'aime beaucoup les films où il y a des acteurs comme Newman et Lee Marvin, ou Lancaster et Lee Marvin, qui sont mis ensemble parce qu'on a des jeux contrastés. Voilà. Donc Newman est formidable. Dans tous ses films, on peut le voir avec un grand plaisir. Moi, un de mes films favoris, qui pourtant est bourré de défauts, c'est Juger hors la loi de Huston, qui est, je trouve, un film extraordinaire parce qu'il y a une liberté qu'on trouvait dans les années 70, c'est-à-dire que le film est complètement elliptique, la narration part dans tous les sens, mais il y a des scènes inoubliables dans le film. Et bon, Newman fait une composition hallucinante dans ce film où il joue le juge Roy Bean, barbu, complètement déjeté. Il y a des scènes où il joue l'ivrognerie d'une manière exceptionnelle, et puis il y a une fin grandiose où il est une espèce de fantôme du Far West disparu qui me tire des larmes à chaque fois que je la vois. Bon, ça c'est un film que j'ai vu quand il est sorti, ça aussi, c'est instantanément rentré au Panthéon pour moi. Pourtant, je ne suis pas un fan absolu de John Huston, loin de là, mais Newman était fort, et on allait le voir pour Newman. Voilà, ces acteurs de cette période des années 70, pour moi, sont des acteurs qui étaient très hauts dans la capacité d'intéresser le spectateur, de soutirer de l'intérêt et de l'émotion au spectateur. Parce qu'ils se sont débarrassés après des tics de l'acteur studio, ils sont devenus naturels. Ils sont devenus, avec le background de l'acteur studio, ce qu'était John Wayne au naturel, parce qu'il se jouait lui-même. Donc Newman, au bout d'un moment, il a son background de l'acteur studio, mais il se joue lui-même. Donc il a de la technicité, il sait ce qu'il faut faire et tout, mais il ne peut pas s'empêcher, c'est une telle star, comme Redford, c'est de telles stars, comme Hoffman à l'époque. Ils sont tellement bons que, voilà, comme a été Pacino, c'est des acteurs... C'est les acteurs américains, quoi. Ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux. Dès qu'ils sont sur l'écran, ils écrasent tout et ils peuvent jouer n'importe quoi. C'est toujours juste pour les regarder eux, ça vaut le coup. Et en tant que réalisateur, Newman est un peu, je pense, est assez personnel, mais un peu moins intéressant que Cassavetes parce qu'il est très très guindé. Il se brille lui-même. Aucun de ses films n'est complètement réussi parce qu'ils sont pas très généreux, ces films. Ce sont des films assez secs. Mais c'est vrai que bon, pour moi, Cassavetes, c'est vraiment un peu au-delà parce qu'il était, je pense, plus metteur en scène que comédien. C'est un très bon comédien, très agréable à regarder, et très charismatique, mais il est surtout cinéaste et auteur, écrivain. Donc Newman, Newman est quelqu'un qui était, je pense, qui se pensait, je ne sais pas s'il était vraiment, je ne l'ai jamais rencontré, mais je crois qu'il se pensait plus intelligent que le métier d'acteur et qu'il pensait être capable de faire autre chose. C'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de théâtre aussi, par exemple. Donc il était aussi dans une dimension littéraire, une dimension de recherche de sens, de qualité. Bon. Et c'est ce qu'il a essayé de faire dans ses films. Alors, bon, et puis il y a aussi son couple, hein, c'est un peu, bon, toute proportion gardée, c'est aussi des histoires de couple qui fonctionnent sur un binôme, c'est-à-dire que c'est Cassavetes, c'est Gena Rowlands, et Newman et Joan Woodward. Quand il tourne, il fait tourner Joan Woodward. Bon, il y a une espèce je pense une complicité, quoi. C'est aussi des beaux couples de cinéma, quand même. Mais Newman est plus sec comme réalisateur qu'en tant qu'acteur. En tant qu'acteur, il est généreux, il est capable de faire n'importe quoi. Bon, tu regardes même des mauvais films comme Les Indésirables, justement, de Rosenberg avec Lee Marvin, qui n'est pas un bon film, mais où lui, il est très bon, quoi. Parce qu'il y va à fond. Enfin, même dans les plus mauvais films de sa carrière, il est toujours pas mal, même dans Le Jour de la fin du monde. Non, là, celui-là, peut-être pas. Vous êtes toujours En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était l'extrait d'un entretien de Doug Edline par Christophe Lemaire sur Filmo TV il y a une dizaine, voire une douzaine d'années, quand Doug Edline avait une carte blanche, et ils évoquaient notamment le livre qu'a écrit Edline sur Paul Newman. Et de livre de Paul Newman, donc il en est question à l'occasion de la parution il y a quelques mois aux éditions de la Table Ronde de Paul Newman, la vie extraordinaire d'un homme ordinaire,
qui en fait est la mise en forme d'une série d'entretiens que Paul Newman avait eu avec le critique Stewart Stern entre 1986 et le début des années 90. 91, je crois. Oui, c'est ça, 91 par là, qui aurait dû se continuer parce qu'ils avaient prévu de faire une nouvelle salve d'entretien. Mais le comédien est mort donc en 2008, donc il y a un petit moment. Et donc dans ce livre, Paul Newman revient sur non pas forcément sur sa carrière, mais plus sur sa méthode d'acteur, là où il a appris au théâtre et puis à l'Actors Studio de Lee Strasberg. Il revient beaucoup là-dessus, et comment évidemment est-ce que ça s'est entremêlé avec sa carrière professionnelle et donc évidemment sa vie privée, puisqu'il est beaucoup question de son addiction à l'alcool et aux femmes. Évidemment, car il avait malheureusement une malédiction qui l'a poursuivi toute sa vie. Il était excessivement beau et charismatique. Voilà, et donc, ce qui fait que Headline en parle, et puis Newman aussi en parle plusieurs fois dans le bouquin, que quand lui il a commencé au cinéma, il a en fait récupéré les rôles que James Dean aurait dû avoir s'il ne s'était pas planté en bagnole lamentablement. Et donc ce qui effectivement à la fois aidé sa carrière, l'a propulsé dans ses premiers films avec Stuart Rosenberg ou avec Arthur Penn, et qui après fait qu'il a eu la carrière qu'il avait, car c'est quand même quelqu'un qui, au cours de sa carrière, a eu quand même un certain sens, voire une certaine éthique par moment de venir de sa profession d'acteur, à la fois dans l'engagement dans les droits civiques et dans les choix des films qu'il faisait. C'est une espèce de jumeau enfin c'est pas une jumeau, c'est un espèce de faux jumeau de Redford en fait. Voilà, avec qui ils ont tourné donc dans Butch Cassidy le Kid. Qui est de la même génération et qui est ce genre de cinéaste qui commence à la fin des années 50. D'acteur, qui commence dans la fin des années 50, qui émerge dans les années 60 dans des films qui sont justement des films qui remettent un peu en cause la mythologie américaine, ou qui en sont tout cas pré-Nouvelle Hollywood, voilà, en fait, déjà qui sont qui est vraiment le cinéma moderne, et qu'on va retrouver ensuite dans les années 70 dans des blockbusters, mais aussi dans des films plus indés ou comme réalisateurs. Voilà, parce que tous les deux sont aussi Redford, Newman, c'est vraiment la génération avant les Robert De Niro, avant les Pacino, qui fait vraiment la transition entre Brando et puis les acteurs du Nouvel Hollywood. Thibaut. Oui, le livre est très intéressant parce que cette série est très non pas perturbant, mais quasi peut-être un petit peu déceptif, dans le sens où Newman va revenir en fait sur sa propre psyché, sur ses doutes, sur ses blessures, et il ne va pas du tout parler en fait des films, ou alors très très peu des films dans lesquels il a tourné. Alors, ça sera juste pour évoquer en fait que ça sera pour évoquer justement ses doutes. Ça sera pour évoquer en fait ses doutes. C'est-à-dire qu'il y a toute une première partie où il va parler de sa famille, il va parler de sa jeunesse, il va parler des rapports conflictuels qu'il a avec son père et sa mère, qui avait l'air pas évident, et puis de sa banlieue, de la vie en banlieue un petit peu. On est dans l'Ohio, et puis il va parler, il va suivre un petit peu le fil de sa vie, donc l'université, quand il va être mobilisé pour la guerre dans le Pacifique, mais son rapport à l'alcool et son rapport aux femmes, bien entendu. Mais oui, notamment une petite anecdote sur le fait que les Anglais boivent de la bière et puis les Américains du whisky, donc c'est comme ça qu'on peut les battre à un concours d'alcool. Parce que les Anglais boivent la bière chaude, donc c'est pour ça qu'ils sont pas bourrés. Mais voilà, en fait, on va vraiment rentrer dans l'intime finalement de Paul Newman. Et ce qui est intéressant, c'est que tu te dis comment, enfin, ça paraît dans l'absolu, ça paraît un petit peu logique, mais en fait, comment cet homme a la beauté stupéfiante, à la carrière, les beaux yeux bleus, à la carrière quand même incroyable, parce qu'il a quand même tourné avec une palanquée de il a quand même une palanquée de chefs-d'œuvre. Il a quand même une palanquée de chefs-d'œuvre derrière lui, mais en fait il ne va pas parler de jusqu'à la fin, parce que même Les Sentiers de la Perdition, qui à mon avis est un des meilleurs Mendes, le meilleur Mendes, peut-être, il est très bon. Il dit qu'il s'est très bien amusé avec sur le Sentier de la Perdition, mais en fait il va pas parler en fait de son rapport au réalisateur. On va pas aller backstage en fait, on va pas aller à l'envers du décor. La chose qui l'intéresse vraiment, c'est plutôt l'actorat, la méthode, le travail. Alors il va parler beaucoup de ça, il va parler de son éthique de travail en effet. Ce qui est surtout assez original, pardon je t'interromps, mais oui, vas-y. Dans les autobios d'acteurs, c'est rarement le truc qu'on a justement sur comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils envisagent le travail avec les autres comédiens, comment est-ce qu'on crée un rôle. Ça ressemble un peu à la logique de Lumet sur faire un film, du coup, quand tu lis le film de Lumet, c'est vraiment pas du tout un film c'est pas du tout un bouquin de cancan, quoi. C'est un bouquin
qu'est-ce que c'est être réalisateur, comment est-ce qu'on gère un tournage. Enfin, c'est très très pratique. Mais là, c'était c'est comment on gère une troupe, quels sont les rapports que tu as avec d'autres acteurs, comment tu galères aussi à devenir acteur. Donc on suit un petit peu ces déambulations dans New York, ces conflits avec différentes agences d'acteurs. Mais il y a certains rôles qui lui faisait justement à cause de son physique. Voilà, mais c'est surtout un bouquin sur les contradictions. Clairement, parce que même dans le livre, même dans ce qu'il raconte, il est pété de contradictions. Mais c'est ce qui rend en fait l'acteur encore, et l'homme du coup, extrêmement passionnant. C'est-à-dire qu'il va nous dire, je suis pas au début du film, il dit, je suis quand même un bouseux, je suis pas un intellectuel. Mais au final, il a fait la fac. Mais au final, il va être catégorisé comme acteur intellectuel ou acteur intellectualisant parce qu'il a tourné avec, par exemple, je sais pas moi, Arthur Penn, Le Gaucher. Voilà. Par exemple, Le Gaucher, il n'en parle pas. Hallucinant. Ou comme ses propres films comme metteur en scène qui justement sont aussi très pensés, sont de l'influence des rayons gamma, il n'en parle pas. Le clan des irréductibles. C'est quand même incroyable. Est-ce que c'est pas quelque chose dont il aurait parlé si la deuxième partie de l'ouvrage avait été faite? Est-ce que c'est pas ce qui avait été prévu peut-être au départ, c'est-à-dire plutôt parler de lui dans un premier temps, et après on rentre dans des choses peut-être. Mais c'est surtout la contradiction. Voilà, intellectuel ou pas, il dit je suis pas un homme avec un sens politique, avec un sens civique, alors qu'il a été militant politique, clairement, alors qu'il a fondé énormément d'ONG, de fondations, notamment il a un rapport à l'eau. Voilà, à la ressource eau qui est extrêmement important. Il a monté des colonies de vacances pour les gamins qui étaient malades ou qui étaient en difficulté. Enfin, voilà. Tout en étant très ricain, donc il fait aussi du business parce qu'il crée sa propre marque de vinaigrette. Oui, voilà. Enfin, c'est quand même improbable. Mais bio. Oui, mais voilà, donc il me dit, je suis pas si, mais en même temps, je fais ça. Et après, mais il le dit, j'ai quand même essayé de me bouger le cul. Et ce qui est très beau, c'est que, et là, ce sont ses enfants qui en parlent parce que la parole est beaucoup donnée quand même à ses enfants. Ça alterne avec quelques entretiens plus récents avec des membres de sa famille ou ses collaborateurs. Et ses enfants disent, parce que ça a été pesant pour ses enfants, et il en a conscience, notamment son fils Scott, de dire. On est les enfants de Paul Newman et John Woodward parce que en ce qui concerne la deuxième fratrie, la deuxième cohorte, c'est quand même usant d'être l'enfant de ce couple mythique. De vivre dans l'ombre de ses parents, c'est compliqué. Et il le dit. Et au fil du bouquin, tu sens que voilà, il commence à prendre un petit peu de recul. Il dit j'ai été un meilleur père sur la fin, j'ai été un meilleur grand-père aussi sur la fin, mais c'est vraiment un livre sur le doute. Est-ce que c'est un livre sur Paul Newman finalement? Je suis pas sûr parce que autre doute d'ailleurs et autre contradiction. C'est vraiment un film sur l'humain. Un bouquin, pardon. Il est engagé pour l'environnement, mais en même temps, son grand kiff, c'est les courses de bagnoles. C'est les bagnoles. Oui, non, mais comme Steve McQueen, il y avait toujours paradoxe. Mais du coup, c'est toujours rassurant de voir que, enfin moi je trouve ça toujours rassurant que les gens, je veux dire, n'aient pas honte d'exprimer le fait que l'être humain est contradictoire par nature, quoi. Il y a rien de plus énervant que les gens qui sont dans un bloc en fait, parce que tu sens bien que c'est faux. Et c'est peut-être pour ça que c'est un acteur qui est absolument immense. C'est pour ça qu'il sait jouer ça aussi, il sait mettre de l'humanité dans ses rôles aussi, parce que le verdict de lui mettre. Pour moi, il y a quelque chose qui a vachement à voir avec lui. Quoi, et puis la mélancolie, ce rapport à alcool, doute, contradiction. Et ce rapport à la mélancolie, ce rapport à la transmission, c'est en ce moment sur la plateforme de France Télé, il y a La couleur de l'argent de Martin Scorsese. C'est ça en fait, c'est comment en fait on va essayer de recréer une nouvelle famille américaine. Alors là, qui est complètement gangrénée de l'arnaqueur de Robert Rossen. Chef-d'œuvre absolu, mais La couleur de l'argent de Scorsese, c'est ça, on va essayer de créer une nouvelle famille américaine, certes gangrénée par l'argent, enfin un rêve américain qui est totalement vicié, le jeu, même si Scorsese filme admirablement bien le jeu, mais c'est ça. Et en fait, tout Paul Newman est peut-être cerné dans sa première apparition dans La couleur de l'argent, en fait. Et c'est le bouquin s'appelle Paul Newman parce que c'est lui qui fait les entretiens, mais ça pourrait être finalement n'importe qui, n'importe quel homme, n'importe quelle femme qui en fait essaye d'expulser son trop plein d'humanité en fait. Et comme tu le dis Doc, une humanité qui est faite avec des qualités, avec des certitudes, mais aussi énormément de doutes, avec des échecs, ici beaucoup d'échecs familiaux, mine de rien. Donc voilà, le livre se lit très très bien. Faut le dire. C'est un livre avec une iconographie très minimaliste. Il y a quelques photos qui se baladent en duel, mais voilà, on est vraiment beaucoup sur du texte. Et c'est un bouquin qui ne rentre pas dans les backstage du cinéma et pour se concentrer vraiment dans cette immense baraque du Connecticut, parce que c'est là où
où à la fin, il me semble, il a terminé sa vie. Donc voilà, moi je qui suis pas friand de ce type de livre. Voilà, je préfère les bouquins analytiques ou historiques d'histoire du cinéma. Tu vois, par exemple, le bouquin de Lumet, je l'ai jamais lu, mais je sais pas si ça m'intéresserait. C'est intéressant quand même. Mais j'aime pas les biographies. Je suis pas un grand fan des biographies. Il parle vachement des acteurs aussi, lui. Je suis pas un grand fan des autobiographies. Moi, j'avoue que c'est vrai que j'ai un petit kick pour les autobios, parce que souvent c'est quand même assez léger, c'est sympathique. Celle de Darry Cole, par exemple, absolument formidable. Ou celle d'Otto Preminger où il dit non, mais je suis un gentil garçon. Voilà. Non, mais par exemple, quand Philippe Garnier écrit des bouquins. Oui, mais c'est Philou, il est trop fort. Oui, mais moi, c'est des bouquins qui ont du mal à m'intéresser. Bien sûr que si je l'ouvre et que je tombe dedans, je tombe dedans. Mais c'est pas mon rapport au cinéma. Et en fait, ici, c'est pas mon rapport c'est pas mon rapport, voilà. Et ici, j'ai été agréablement surpris du fait que je me suis allé sur la parole de Newman qui se lit extrêmement facilement. Voilà. D'autant que Newman, sa pensée est assez simple, exemple, malgré ses contradictions, sa pensée est très simple. Par rapport à quelques cinéastes américains qui ont fait leurs autobios qui sont admirables à lire mais qui sont mensongères du début à la fin, je pense notamment à celle de Raoul Walsh et à celle de Fuller, qui sont un délice à lire, mais c'est 80% de bullshit. Mais comme tous les réalisateurs. Mais comme c'est des mecs qui savent hyper bien raconter des histoires. C'est des bons raconteurs d'histoire. Ils racontent leur propre légende. Parce que Howard Hawks, c'est pareil. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas trop de souvenirs des trucs qu'ils ont fait, donc finalement, ils brodent. C'est un vrai plaisir à lire, quoi. Mais ça, c'est la qualité des réalisateurs qui sont. Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent, je veux dire, notamment aux étudiants aujourd'hui, n'ayez qu'une confiance très relative dans ce que dit un réalisateur. Parce qu'entre ceux qui disent ah non, j'ai rien fait, genre les Kitano, voilà, qui disent ah bah non, c'est pas moi, j'ai rien fait, bon, c'était par hasard, vous savez, j'ai pas prévu le truc, oh là là, non, j'ai réfléchi à rien, moi. Et puis ceux au contraire, qui se poussent du col, qui se gargarisent, voilà, qui se gargarisent, qui se poussent du col en s'inventant des vies comme John Ford, comme Howard Hawks, enfin voilà, mais qui sont comme c'est des bons raconteurs d'histoire, qui sont des vies toujours très romanesques, donc auxquelles tu as envie de croire, mais comme certaines personnes dans la vraie vie, où moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui sont pas réalisateurs et qui sont des très bons raconteurs d'histoire, qui sont du bullshit à 80% de ce qu'ils racontent, mais qui le racontent tellement bien que tu as envie tu t'es emporté par ce qu'ils racontent. C'est ça le talent de raconteur d'histoire. La puissance de l'histoire. Exactement. Donc voilà, ça vaut le coup. Donc, clairement, ça vaut le coup. Parce que par contre, c'est une autobiographie, il se donne jamais le bon rôle. Non. C'est clairement pas auto-hagiographique, clairement pas. Tu sens, ce mec-là n'est pas un salaud, mais tout en étant quand même conscient de son talent, voilà, de la chance qu'il a entendu, il est conscient de sa beauté, mais il le porte comme un fardeau en fait. C'est une épée de Damoclès, ce talent et cette beauté, clairement. Mais pauvre chouchou, chouchou, mais oui, mais alors que nous, voilà, c'est sûr que moi j'ai moins de problème que Paul Newman. Non, voilà, ça vaut quand même le coup de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc la vie extraordinaire d'un homme ordinaire de Paul Newman, entretien avec Stewart Stern, édité aux éditions de la Table Ronde. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, alors carrément ferait la Coupe d'Europe, on s'en fout parce que le Tour de France a commencé. Voilà, et j'espère que tout le monde a regardé cette fabuleuse première étape entre Florence et Rimini. Romain Bardet, 50 km d'échappée, résisté au peloton et terminé avec 10 secondes d'avance sur la meute en furie qui arrivait derrière. Mon Dieu, mon petit cœur a battu très très fort. C'est très mauvais pour ton palpitant, ça, Thibaut, autant d'émotions là. Ah oui, j'étais très content. Et il a eu bien entendu le maillot jaune, première fois de sa carrière, sachant qu'il prend sa retraite l'année prochaine. Sinon, dans toute autre chose, un peu de musique avec le groupe de Black Gaze, ou en gros du black metal mélangé avec du shoegaze. C'est très violent, c'est très très beau, ça s'appelle Gaera, notamment l'album Limbo qui date de 2020, groupe absolument passionnant, à la beauté stupéfiante. Et ça va très 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 vite. Le bouquet de la double pédale. À mort. Fort. Mais il y a des très beaux arpèges en même temps. Oh là là, c'est magnifique. Très bien, merci Thibaut. Docteur. Eh ben écoutez, moi ce sera rien de très original, mais une série que j'ai rattrapée dernièrement et que je trouve plutôt pas mal, qui est Barry. Barry Golo. Voilà, Barry avec Bill Hader et Bill Hader. De Bill Hader et Alec Berg, et avec Bill Hader dans le rôle principal. Et Henry Winkler. Et l'acteur le plus cool du monde. Et avec un super grand... Et Henry Winkler qui joue un gros rôle dans le truc. Et moi, je suis
très content que Henry Winkler, parce que moi je trouve c'est un excellent acteur, et Bill Hader aussi fait montre de capacité de jeu qu'il n'avait pas forcément eu l'occasion de tant que ça exprimer auparavant. Ce qui est un truc à la fois entre le tragique et le comique. C'est vraiment avec des ruptures de ton parfois très très importantes et des scènes qui sont parfois, notamment des scènes d'action, qui sont plutôt bien réalisées. En tout cas, ils sont réalisés de manière, moi je trouve, assez originale, notamment dans les épisodes réalisés par Bill Hader, qui se montre aussi qu'il est un réalisateur tout à fait convaincant. Voilà, donc je conseille ardemment. Très bien, merci. Sinon, moi, ce sera un film australien de 1987 de Simon Windsor, La chevauchée de feu, The Lighthouseman, based on a true story, quand la troupe de la cavalerie légère australienne, donc de l'armée du Commonwealth, est envoyée pour foutre sur la gueule à l'armée germano-turque à Gaza pendant la Première Guerre mondiale. Donc, des scènes de cavalcade à cheval absolument merveilleux. Très beau film de soldats et de guerre, donc avec des chevauchées lyriques, des envolées, des belles histoires d'amitié, magnifiquement réalisées avec des idées de montage absolument mortelles ici. Donc voilà, un pur plaisir à redécouvrir. Exactement. Simon Windsor, réalisateur australien très intéressant. Ce n'est pas que le metteur en scène de Sauver Willy. Ah oui, okay. Exactement. Donc voilà, c'était la dernière saison en studio pour cette saison. Nous nous retrouverons en direct live sauf si à la rentrée, sauf si la purge passe par là. Sauf si on nous interdit de parler, bien évidemment. On se retrouve en tout cas sur les ondes de Syllab au début du mois de septembre, et on se quittera la semaine prochaine avec une petite mixtape musicalo-cinéphile de bonne aloi pour fêter l'été. Exactement. Donc merci messieurs, merci Thibaut, merci docteur. Prochaine émission, prochaine édition. Ah, ciao, bonsoir. Salut et bon été.